Alors, une nouvelle étude concernant les hybrides rechargeables, leur consommation réelle au cœur d'une nouvelle étude sur l'automobile propre. Cette fin d'année a été marquée par le fiasco des hybrides rechargeables. Suivant les traces des premières études, la DAC EcoTest a livré les résultats de ses investigations sur plusieurs modèles du marché. Alors, j'ai pas regardé l'étude, mais à mon avis, les modèles allemands vont encore être mis en avant, vu que c'est la DAC. On va voir ça tout de suite. Cumulant tous les avantages des véhicules hybrides rechargeables, on le vend en poupe, qu'ils fonctionnent en mode 100% électrique à la seule force du moteur thermique ou en mode hybride. Ils annoncent des niveaux de conso et de rejet polluants records. De ce fait, tous les modèles échappent au malus écologique assassin et profitent d'avantages fiscaux. Aussi, par exemple, peuvent même prétendre à un bonus gouvernemental de 2000 € en France. Certains, hein, pas tous, hein, puisqu'il faut qu'ils aient au moins 50 km d'autonomie en full électrique. Toutefois, ils ne seraient pas aussi propres que leur fiche technique le laisse penser. C'est ce qu'a indiqué une récente étude publiée par l'Institut Fraunhofer et International Council of Clean Transportation. D'après ces deux organismes, les voitures hybrides rechargeables consommeraient 2 à 4 fois plus que la valeur indiquée par la norme WLTP. Une véritable bombe lancée qui a poussé certains journaux télévisés à s'emparer non sans erreur du dossier. Toujours au centre des débats, la technologie hybride rechargeable a donc intéressé la DAC EcoTest, qui a décidé de passer au crible quelques références du segment. L'organisme allemand a ainsi étudié de près les niveaux de consommation des voitures selon plusieurs scénarios d'utilisation, avec une conduite entièrement électrique avec la batterie chargée, un fonctionnement thermique et un essai hybride où la batterie est chargée tous les 100 km. Comme à son habitude, la DAC a attribué un nombre d'étoiles aux voitures analysées et dressé un classement, et les gros SUV dotés d'énormes batteries sont les mauvais élèves de l'exercice. Alors voyons le tableau. Alors là où il y a le plus d'étoiles, c'est là où c'est les meilleurs véhicules du coup. Bon, la Ioniq, c'est pas étonnant du coup. Niveau efficience, c'est normal que ce soit la meilleure. Volvo deuxième, égalité au nombre d'étoiles. Le Kia Ceed après le Peugeot 3008, hybride rechargeable. Audi A6, Mercedes. Bon, j'ai été mauvaise langue, hein, puisque toutes les marques allemandes sont derrière finalement. Pour une fois, ils n'ont pas privilégié leur modèle, c'est bien. Ils ont été objectifs, c'est plutôt bien. Profitant de la technologie et des méthodes de calcul de la norme WLTP complètement déconnectées de la réalité pour maintenir leur conso au plus bas, les SUV affichent les données de consommation les plus élevées. En cause, leur poids débridé est engendré par la présence d'un pack de batterie se rapprochant de celui de quelques citadines purement électriques. Ainsi, les BMW xDrive 45e et Mercedes GLE 350DE occupent le bas du tableau avec seulement une étoile de gros SUV qui annonce les plus grandes autonomies électriques du marché. Sans énergie électrique pour assister, le V6 du SUV bavarois grimpe à une consommation d'essence de 10 litres 7 au 100, alors que GLE réclame 8 litres 1 d'huile lourde, bon, d'essence quoi. D'ailleurs c'est du diesel il me semble, hein, le 350DE, un hybride rechargeable diesel. Le poids est aussi mis du bien sur les e-modes, avec des consos de 41,4 kWh au 100 et 32,6 kWh au 100 respectivement. Oh la vache, 41,4 kWh au 100. L'e-tron est battu, hein. En revanche, lorsque la batterie est régulièrement chargée, les choses s'améliorent, les appétits sont alors divisés par deux. Mais il reste tout de même assez éloigné des annonces officielles où BMW se targue d'un étonnant 1,7 au 100 et où le Mercedes, avec une autonomie électrique proche des 100 km, parvient à tomber à 0,7 litres au 100. Quelle escroquerie ça quand même. La première place du podium est occupée par la Ioniq plug-in hybride. Comme son homologue 100% électrique, elle se montre la plus frugale de son segment grâce à son poids plus faible et son aérodynamique plus conciliante avec les lois de la physique. Lors des différents tests, elle a montré des consos de 5 litres 2 et 19,9 kWh au 100. Ce qui est, pour une Ioniq, assez élevé, hein, 19,9, donc à mon avis, ils ont roulé comme des porcs avec les voitures. Dans le cas où elle est utilisée, ce pourquoi elle était conçue, ouais, c'est bizarre la phrase là. Rappelons qu'une hybride rechargeable doit être rechargée, elle présente des relevés de 3 litres 1 au 100 et 8 kWh au 100. La Volvo V60 T6 Twin Engine s'en sort aussi avec les honneurs en faisant 5 étoiles et une deuxième place, alors que la Kia Ceed Sportwagon arrive sur la dernière marche du podium avec 3 étoiles toutefois. Bon voilà, hop, on va regarder donc ce tableau. Putain, le BMW 41,4 kWh au 100, c'est une honte. Oh là là, mais ce véhicule quoi. La Kia Ceed, au final, elle est pas si mal aussi. Je me demande d'ailleurs pourquoi elle est moins bien notée que la Volvo, puisqu'elle consomme moins. Donc peut-être par rapport au score annoncé en WLTP, c'est beaucoup plus haut. Peut-être que ce qui est annoncé, donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé une étoile. Je sais pas, c'est assez bizarre la notation. Et moi j'aurais carrément mis 0 étoile au X5 X-Drive 45. Franchement, des telles consommations, c'est juste une honte. Voilà, ben on a encore un exemple du coup de l'escroquerie des hybrides rechargeables qui sont mal utilisés, on précise quand même, parce que effectivement, si elles sont bien utilisées, qu'elles sont rechargées régulièrement,
c'est pas mal. Mais si elles sont utilisées qu'en full thermique, ça ne sert strictement à rien. Ça sert vraiment à rien. Ça fait de la surconso en plus, donc aucun intérêt. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude de la DAC? Ciao!